Alors à l'issue du TD, il m'a semblé nécessaire de faire une correction de l'exercice. Donc tout d'abord, suite au grand A que vous avez noté dans le cours, vous pouvez noter la notion, à savoir que l'étude d'un arbre généalogique permet de comprendre comment se transmet la maladie, ici sur un mode récessif, et donc seuls les homozygotes pour l'allèle muté sont malades dans ce cas. Grand B, prévoir le risque de transmission. Vous aviez donc l'exercice et en première question, quel est le génotype des individus malades et de leurs parents? Là, c'est de la pure application de la fiche méthode. Les parents sains ayant des enfants malades, la maladie est récessive et l'allèle muté conduira à la maladie uniquement chez un homozygote. Donc les individus malades ont pour génotype MM avec 2 barres entre les deux et leurs parents ont pour génotype SM. Deuxième question, plus complexe. Pourquoi le mariage entre cousins accroît le risque de naissance d'un enfant atteint de la mucoviscidose? Alors, il fallait utiliser ces informations. Dans la population générale, la probabilité que des parents non malades soient porteurs, c'est de 1 sur 34. Ils ont donc, c'est 1 sur 34, une chance sur 2 de former des gamètes S portant l'allèle sain. Donc, 1 sur 34 multiplié par 1,5, cela fait 1 sur 68, et une chance sur 68 de former des gamètes petit m. On peut alors construire l'échiquier de croisement des gamètes. Le contenu en noir est le même que sur la fiche méthode, seules les valeurs devant les différents génotypes changent. On a donc une chance sur 4624 d'avoir un enfant atteint quand on n'a pas d'antécédents dans sa famille. Ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est la maladie la plus fréquente en France. J'ai remis ici l'échiquier de croisement de la fiche méthode qui va nous servir ici. Sachant que les individus de 1 et de 5, on nous dit qu'ils ne sont pas porteurs de la mutation, c'est donc que c'est leur conjoint qui l'a apporté. Donc la mutation a été transmise aux individus 3,5 et 3,6 par les individus de 2 et de 4, qui sont donc tous les deux de génotype porteur. Le risque donc pour les individus qui nous intéressent d'avoir le génotype porteur, puisque c'est le seul cas qui conduira à des enfants malades, est donc de 1,5 pour chacun, puisque si leurs parents sont porteurs, c'est le cas dans cet échiquier, on a 2 fois un quart, soit 1,5 de porteurs qui résulte de cette union. On peut alors construire l'échiquier de croisement des gamètes avec cette fois un quart de S, 1,5 fois 1,5, un quart de M, etc. Ce qui nous donne un 16e d'individus malades lorsqu'il s'agit de cousins dans cette famille. Le risque est donc fortement accru. On est passé de 1 sur 1156 à 1 16e. Ce qui nous amène à la notion, l'étude d'un arbre généalogique permet aussi de prévoir le risque de transmission de la maladie. Enfin, dernier point de ce chapitre, le traitement du Xeroderma pigmentosum. Un rappel tout d'abord du début du chapitre, une notion que vous pouvez répéter ici. Avant de traiter, on limite les effets de la maladie en agissant sur les paramètres du milieu, donc en utilisant une combinaison, un masque qui ne laisse pas passer les UV. Mais comment soigner les enfants qui sont déjà malades? Eh bien, l'idée est la transgénèse, c'est-à-dire le transfert d'un gène correct à la place du gène muté. Alors la transgénèse, vous l'avez vu également en seconde, on peut faire des tomates résistantes ou des fruits plus jolis grâce à la transgénèse. L'application à l'homme s'appelle la thérapie génique. Son principe que vous retrouvez dans les documents pour comprendre du site, c'est tout simplement une cellule, je ne sais pas trop pourquoi elle est représentée de cette forme étrange, avec un gène défaillant, donc un bout de l'ADN qui
est muté, et un virus dans lequel on introduit le gène correct, le gène fonctionnel. On va utiliser des UV pour faire pénétrer le virus et utiliser de la thymine radioactive pour pouvoir suivre les cellules qui ont en effet été touchées. On met les cellules obtenues en culture, on sélectionne les cellules qui ont été correctement modifiées et on obtient de la peau toute neuve avec le gène correct. La question c'est, est-ce que ça marche? Est-ce que cette technique fonctionne pour soigner les enfants? Alors on a ici une expérience qui a été menée, que vous avez en document. Je vous conseille de mettre des couleurs pour vous y retrouver. On voit bien que les cellules normales ici survivent fortement aux UV. Il y a une certaine mort cellulaire, mais il en reste après, pour une dose de 15 joules par mètre carré, il en reste 10%. Alors que pour les cellules d'un individu xérodermique, la dose de 5 est déjà suffisante pour détruire quasiment toutes les cellules. C'est la même chose si les cellules xérodermiques ont été traitées avec un gène quelconque. Par contre, si les cellules xérodermiques ont été traitées avec le gène XP non muté, eh bien on voit qu'on obtient quasiment les mêmes résultats qu'avec les cellules normales. Donc un résultat tout à fait satisfaisant. Le problème, c'est que seule l'étape du transfert du gène est pour l'instant maîtrisée, et donc on peut noter en conclusion et en notion que la thérapie génétique, encore appelée thérapie génique, constitue un espoir de correction de la maladie, puisque ça n'est pas encore totalement maîtrisé. Comment expliquer cet impact énorme des mutations sur le monde vivant? Eh bien, ceci va faire l'objet du 3e chapitre qui s'intitulera « Expression du patrimoine génétique ». Merci pour votre attention. C'est ce qu'on va étudier en TP vendredi.